Enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry, pour l'instant contractuel. Je suis revenu en France il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. J'étais professeur de français, de linguistique française à l'université de Hans en Syrie. Je travaillais pendant 7 ans. Mais avant d'être à l'université chez moi, j'étais déjà venu en France, où je suis resté pendant 6 ans. J'ai fait toutes mes études supérieures à Paul Valéry, Montpellier. Voilà. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté, qu'on a accepté d'ailleurs aussi, je tiens à remercier mes amis syriens, Hossam, qui est le chef cuisinier, qui est en France, qui est franco-syrien d'ailleurs en l'occurrence, qui est en France depuis, il me semble, bientôt 20 ans, 19 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est très intéressé aussi par tout ce qui est religion comparée, tout ce qui est géopolitique en général. Et mon ami aussi, As'ad al-Bahri, lui, il est écrivain, critique littéraire. Il a écrit 3 bouquins, pas mal d'articles aussi, mais en arabe, plutôt académique et moderne. Alors, As'ad, lui, par contre, il est venu en France il y a 3 ans. Il a habité pendant 2 ans et quelques à Kissac, mais il vient de déménager à Montpellier. Donc ça fait 1 mois qu'il est sur Montpellier. Voilà, quand je les ai sollicités, donc les 2 amis, Hossam vient de Damas, As'ad vient de Raqqa, ils ont volontiers accepté de participer pour échanger, pour rencontrer les gens et pour essayer de, si j'ose dire, défricher un petit peu le terrain concernant, s'agissant de la question syrienne. On s'est partagé un peu la tâche. Vous voyez, l'idée c'est, comment dirais-je, d'échanger avec le public. Étant syrien, donc on est connaisseur de notre pays, de notre région, de ce qui se passe là-bas. Je vais parler un petit peu de la Syrie géographique, la Syrie historique, mais de façon beaucoup plus simple. Et ensuite, Hossam va nous parler de la Syrie sociale, sociologique, sociale. Et puis, donc, à la fin, on va donner la parole à notre ami As'ad de parler de la Syrie politique. Donc, alors, je commence par mon petit exposé. Vous voyez, c'est rapide, hein, donc je vais vraiment essayer de faire. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on n'est pas du tout spécialiste de la religion ou des religions. En pratique, on ne peut pas. Mais l'idée vraiment, c'est de, ouverte à tous, c'est de discuter, de partager, d'échanger avec une liberté totale. Alors, la Syrie, quand Michel m'a demandé de venir, de participer à cette journée de mes journées, j'ai accepté. Quand il m'a demandé de faire, alors il me dit, voilà, faites comme vous pouvez, puis ce serait bien qu'il y ait des gens qui viennent de là-bas du pays pour nous aider aussi à comprendre et à éclairer sur la question de façon générale. Et je me suis dit, bon, on va parler de la Syrie d'aujourd'hui, oui, mais est-ce qu'on peut parler de la Syrie d'aujourd'hui sans parler de la Syrie d'hier, d'avant-hier? Parce que bon, c'est un enchevêtrement de faits, d'événements qui ont fait que la situation en soit aujourd'hui ainsi. Donc la Syrie, elle est un des plus anciens et fascinants foyers de civilisation au monde. Vous voyez que c'est connu. Et puis elle représente à elle seule un demi-berceau de l'humanité. Parce que l'autre berceau étant la Mésopotamie. Donc aujourd'hui c'est l'Irak. Et c'est tout d'abord là qu'émergèrent les premiers villages agricoles du monde. On y a créé le premier alphabet. On y a même découvert la première note de musique écrite. Et c'est là-bas aussi que se sont développées au plus haut point les sciences et l'astronomie. Alors, regardez, pour vous donner donc une idée plus ou moins précise de la situation, de la position de la Syrie dans le Moyen-Orient. Proche-Orient ou le Moyen-Orient. Les appellations donc, peuvent être différentes des uns et des autres. Alors, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on s'est dit pourquoi aujourd'hui donc, il y a la guerre en Syrie. Après, il y a des événements
dramatique en Syrie? Et bien parce que la Syrie, elle tient une place importante dans la région. Elle a été toujours emboîtée, elle a été toujours dominée par de différents empires au fil des siècles. À commencer par les Grecs, ensuite les Romains, après on a eu les Perses, suivis par les Arabes. Les Arabes, on a deux dynasties qui ont marqué l'histoire du pays, les Omeyyades et les Abbassides. Et là, on arrive à la domination ottomane en 1515. Donc, qui a duré 1400 ans quand même, donc un siècle et 400 ans en Syrie, voire dans la région du Moyen-Orient. Alors, quand la domination ottomane a pris fin en 1900 à peu près 20, donc lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu après les grandes puissances occidentales, dont la France, qui sont aussi venues dans la région, où on a eu le fameux accord de Sykes-Picot en 1920-1921. Donc cet accord où Britanniques et Français se sont départagés le territoire de la région du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Oui. Donc, certains territoires ont été placés sous mandat français, dont Damas, ou la Syrie et le Liban d'aujourd'hui. Alors, d'autres territoires ont été placés sous mandat britannique, dont la Palestine et l'Irak. Alors, pour vous dire, voilà. Ensuite, après le départ, on va dire, ou la fin du mandat français, qui a duré pendant plus de 25 ans, donc il y a eu l'indépendance complète de la Syrie en 1946. Après cette date-là, la Syrie, qui a peu connu le pluralisme politique, a vu une succession de coups d'État qui ont marqué le pays. Et ces coups d'État, qui ont été nombreux en l'occurrence, ils se sont soldés par l'arrivée au pouvoir du président Hafez el-Assad en 1970, qui est resté au pouvoir pendant 30 ans, jusqu'à l'an 2000, année de sa mort, de son décès, et il y a eu après son fils Bachar al-Assad qui lui a succédé, donc de 2000 jusqu'à nos jours. Voilà un peu rapidement, vous voyez, l'aperçu historique du pays. J'aimerais bien vous rappeler aussi, au plan géographique, qu'on a deux types de Syrie. La Syrie historique et la Syrie d'aujourd'hui. Alors, la Syrie historique, il faut se rappeler qu'elle comprenait, elle est beaucoup plus vaste que celle d'aujourd'hui. Elle comprenait le Liban, elle comprenait une partie de la Jordanie et de la Palestine, et même certains géographes disaient qu'elle comprenait aussi une partie d'Irak. Donc la première, la Syrie d'aujourd'hui, elle occupe, vous voyez, telle surface, 185 000 km², alors que la Syrie historique, beaucoup plus grande, elle s'étendait sur près de 300 000 km, qui comprenait les pays que je viens de citer. Alors bien évidemment, ces chiffres-là, il faut aussi se dire quand même qu'elles prennent en compte le plateau du Golan, qui a été occupé par Israël en 1967, après la guerre des 6 jours, et qui vient d'être annexé il y a quelques mois, qui a fait tout un problème à l'échelle internationale. Alors, je rappelle aussi que le territoire syrien, il est en général fertile, mais sauf dans le désert syrien, comme on le voit ici dans la carte. Pour quand même aussi vous situer un petit peu les choses, alors j'ai entouré en vert les villes d'où nous venons. Alors Hossam, il vient de Damas, vous voyez, là. Alors Assad, il vient de Raqqa et moi-même. Et alors j'ai entouré en rouge la ville de Homs au milieu, où j'enseignais à l'université, et la ville de Daraa, qui se trouve à la frontière jordanienne. C'est là où les événements, vraiment les premiers événements, ont commencé. C'est là où la révolte, le soulèvement, a éclaté, s'est éclaté.
Alors je me suis dit peut-être ce serait bien de faire un tableau pour que tout le monde aussi, voilà, il va un peu plus clair. Vous voyez, si on arrive à faire la comparaison entre les deux pays, la France et la Syrie, et certains peut-être, je ne sais pas, mais le rapprochement, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci, j'ai mis les deux drapeaux à côté, parce que bon, c'est une situation de fait qui existe aujourd'hui, il faut reconnaître, qu'on soit avec ou pour, c'est la réalité qu'il faut affronter. Mais voilà, après je vous laisse, voyez, juger entre les deux pays, hein, du point de vue du président, de forme de l'État et de la devise, etc., etc. Alors, s'agissant de la morphologie sociodémographique de la Syrie, alors la population syrienne, elle est majoritairement arabe. Il y a 85% de la population qui sont des Arabes. Le reste appartient à d'autres groupes, comme on dit, indo-européens, dont les Kurdes qui représentent 10%, et les Araméens 2%, et les Arméniens 1%. Donc à cela s'ajoute, il y a d'autres populations turkmènes. Mais aussi, je rappelle que la population syrienne, il y a une forte majorité de la population qui est musulmane sunnite, qui représente à peu près 80%. Oui, aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode. Hein. On parle du sunnisme, on parle du chiisme, etc. sans arrêt. Après, il y a même des ramifications, hein, donc on a qui sont un peu plus complexes. Mais bon. Avec une importante minorité chiite, dont les plus importants, les Alaouites, qui représentent à peu près 10% de la population syrienne. D'où, justement, voilà, vient le président actuel de la Syrie. Avec aussi une minorité chrétienne significative qui représente à peu près 7%. Alors, je crois peut-être c'est à cela que vous vous attendiez. Donc la série d'aujourd'hui, regardez, j'ai essayé de vraiment un petit peu schématiser les choses. Aujourd'hui, et je ne suis pas d'accord avec les chiffres en général, vraiment, que les gens soient arrivés à des chiffres, mais c'est comme ça qu'on évalue la situation du pays. Donc 13,1 millions de personnes, dont 6 millions d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. Ça c'est aujourd'hui. Hein. Ce sont les Nations Unies. J'ai mis même les références en bas de page. On a 13 millions de Syriens qui ont besoin de soins de santé. Sur 20 millions, c'est ça. 13 millions sur 20 millions. Oui. La population totale, c'est 20 millions. 23 millions. Hein. Voilà. Il me semble, en 2009, c'était 23 millions. Oui, à peu près. C'est ça, absolument. Alors ensuite, on a 2,98 millions de personnes qui sont dans des zones difficiles d'accès et dans des villages assiégés, jusqu'à maintenant. On a 6,6 millions de déplacés internes. Vous voyez, les déplacés internes, ce sont des, on ne va pas dire des réfugiés, parce que bon, ce sont des Syriens qui se déplacent d'une localité à une autre, mais qui restent toujours à l'intérieur de la Syrie, qui changent de village en village, de région en région, etc. Donc c'est une migration interne, si je dis. Alors on a plus de 5,6 millions de réfugiés répartis. Vous voyez, les 5,6, Turquie, Liban, Jordanie et au-delà. Il y a l'Irak, il y a le Soudan, il y a l'Égypte. Hein. Sans compter d'ailleurs ceux qui ont été accueillis en Europe. Non. On a aussi 3 millions de blessés, plus de 1,5 million de handicapés. On a aussi, comme vous le voyez, plus de 17 000 personnes mortes en détention sous la torture, bien sûr, dans les geôles de régime. Il faut le rappeler. Et plus de 85 000 de disparitions forcées. Et 1,5 million de morts. Alors ça, moi, ça me parle, parce que bon, je suis revenu, je vous l'avais dit tout à l'heure, depuis 3 ans en France. Donc j'ai été à Homs, une ville qui a été contrôlée, tenue par le régime. Et c'est une milice. Après, si vous avez des questions, on en reparlera sans aucun problème. Parce que bon, j'ai vécu tout ceci là-bas.
Alors, je vous ai choisi quand même quelques photos de la série d'hier, et qui seront sauvées tout à l'heure par quelques photos de la série d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit peut-être les photos, elles vont nous aider à comprendre, à ouvrir les yeux, je pense, sur l'étendue d'un drame, sur un phénomène qui nous échappe en grande partie. C'est possible. Et pour aussi ouvrir les yeux à ceux qui continuent à s'abstenir, à ne rien voir. Alors ça, c'est Damas. Là, c'est Damas aussi, ce qu'on appelle le vieux souk. C'est vers quelle année ça? Avant 2011, avant le CDD. D'accord, avant 2011. Voilà. Pour venir à peu Oui, près. j'ai appelé la série avant. Hein, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est Alep, citadelle d'Alep, prise de nuit. Toujours à Alep, vous voyez de nuit la photo. Alors, ça, c'est des Rézeurs, c'est le pont suspendu qui a été fait par les Français. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de pont. Hein. Non, non, il n'y a plus rien. Le nom du fleuve, c'est Al-Fourat. L'Euphrate en français. C'est l'Euphrate. Et ça, c'est le fleuve, hein, donc un barrage. Voilà, d'où le nom du fleuve. Donc, ça, c'est un Raqqa. Alors, vous voyez aussi, il est difficile d'ailleurs d'évoquer vraiment la beauté des pays passés. Mais surtout, je me dis vraiment combien devait briser. Mais en même temps, il faut, pour comprendre, à mon avis, ou avant de compatir, je me disais, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut voir. Voilà, c'était vraiment dans ce but-là de vous montrer ces photos. Là, ça c'est Hama, une ville qui se trouve au centre de Syrie, vous voyez, qui se trouve sur l'Oronte. Ici, Noria, qui marche toujours. Hein. Pas tous, et il y en a qui marchent encore. Oui, oui. Ça, c'est Idlib. Peut-être aujourd'hui, on entend en parler, on en parle aujourd'hui. Quand il est question de la Syrie, on parle de Idlib. Éventuellement dans les médias, ça dépend. Hein. Qui est très connu aussi pour ses oliveraies, ses champs d'oliviers à perte de vue. Alors ça, c'est Homs, où je travaillais à l'université, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est la grande place, qui s'appelle la place de l'horloge. Il y a eu un massacre en 2012. Oui. Et là, on va passer, vous voyez, à la série d'aujourd'hui. Quelques photos de la réalité macabre du pays et qui montrent vraiment le drame syrien. Ça s'est passé, il me semble, à Alep. Vous voyez, après le bombardement, les gens aussi peuvent, quand ils peuvent, hein, donc là, ils reviennent, ils veulent aller voir si ma maison elle est toujours, il existe toujours ou pas. Et le cas de ce jeune, de cet homme qui rentre chez lui, mais bon, voilà, il se met sur le balcon, mais hop, voilà, lui. Ça, c'est à Homs. Je passe, parce que bon, c'est à Homs également. Et là, en dessous, vous voyez, donc il y a quand même aussi des gens qui se rassemblent. C'était au moment où on a commencé à évacuer les derniers rebelles à Homs en 2014. C'est toujours Homs, il y a des gens voilà, qui peuvent rentrer après, une fois que les armes ne sont plus, ils peuvent rentrer chez eux pour essayer de récupérer peut-être des choses s'il en reste. Ça, c'est une école qui a été bombardée à Idlib. Alors, vous voyez, ça c'est un arme, ce qu'on appelle la défense civile en Syrie. Ce sont des gens qui se sont portés, d'ailleurs solidaires et engagés d'office pour essayer de venir en aide aux gens, aux victimes.
Mais c'est des volontaires, c'est pas des Oui, gens oui, du non, régime, non, c'est non, pas non, des gens non, de la non, municipalité. Non, C'est des volontaires. Oui, absolument. Alors ça, cette photo, elle est à Damas, dans un quartier qui s'appelle le quartier Al Yarmouk. C'est un quartier palestinien. Vous voyez voilà. C'est quand il y a eu la guerre, les gens vraiment, donc voilà, ils voulaient sortir. Et cette photo, elle m'a vraiment marqué. Hein. Vous voyez Mais que font les gens là dans la rue? Là, ils fuient? là, à mon avis, non, mais ils veulent sortir. Ils sortent. Ils veulent sortir de la ville. Oui, non, mais je crois qu'on a mis. Il y a eu un accord, une trêve, je crois, de quelques heures. Et oui, Tout le monde a- si vous sortez, voilà. Sinon, après, vous serez plus là, quoi. Ben oui. Ouais, les gens, ben, ils sortent, mais ils veulent se sauver. Ça, c'est une photo de camp de réfugiés en Jordanie. Vous voyez, donc après l'état des Syriens, dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, comment ça se profile. Maintenant, donc, on est à l'étranger, dans le pays d'exil. Hein. À la frontière, dans les pays d'Exar. Non, ça c'est en Jordanie. Oui, Ça mais commence en en Jordanie, donc, du côté, dans le désert, là. Oui, oui. À la Oui. frontière. Oui, oui. C'est ça, dans l'immense camp. C'est ça. Ça m'échappe le nom. Zartaï. Ouais, c'est ça. Ouais, Le c'est camp ça. Zartaï. Également. Vous voyez. Donc c'est des gens moyens, donc ils sont tassés, parce que bon, ils essaient de fuir donc avec les moyens qu'ils ont. Hein. C'est ensemble. Et là, vous voyez cette histoire, les routes migratoires, comment les gens se déplacent d'un pays à un autre, finalement ils finissent par prendre la mer, certains, pour rejoindre l'Europe, les côtes grecques au début, dont cette photo. Hein. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Vous voyez, je fais un peu rapidement. Hein. Situation très compliquée, chaotique du pays aujourd'hui. C'est devenu un théâtre des atrocités. La population syrienne est devenue une diaspora partout dans le monde. Elle est complètement abandonnée par la communauté internationale. Et puis tout ceci à cause d'une dictature qui est toujours en place, militaire et sanguinaire. C'est comme ça que je qualifie d'ailleurs cette dictature. Après, du point de vue social, culturel, même identitaire, regardez quand on est en exil, comment dirais-je, ça moi je le vis au quotidien, parce que moi je rencontre pas mal de Syriens qui sont en France, pour ceux que je connaisse, on essaie de s'entraider, on essaie de faire un coup de main, parce qu'ils sont perdus, bloqués. Et ben, la fragmentation sociale, c'est vrai que les gens, ils sont déchirés, ils sont déracinés, ils ont du mal à se reconstruire, et à se faire une place dans le pays d'accueil ou d'exil. Et après, je leur dis, écoutez, mais quand même, je sais que c'est difficile, c'est un grand défi, mais il ne faut pas que de la patience, mais il faut de la résilience. Il le faut, il le faut. Et même ce qui est beaucoup plus grave, l'identité syrienne, j'ai évoqué tout à l'heure par Nabil, du point de vue religieux, du parcours aussi qui a été celui de Saint Paul, cette identité, elle est cassée, elle est déchiquetée, elle est déstructurée, elle est, j'allais dire, un peu perdue. Mais vraiment aujourd'hui, les gens, ils sont à la quête de quelque chose. Ils sont même à la quête de leur identité syrienne, en quelque sorte. Et finalement, quand on est à l'étranger, quand on est dans le pays d'accueil d'exil, je me dis, alors l'exil, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela représente, qu'est-ce que les gens ils attendent à quoi? Eh bien, il y a l'exil et ses mots aussi, divers et variés. Alors, je vous ai choisi quand même à la fin juste ce poème qui a été écrit par une poète syrienne, qui a été traduit en français, au nom de la liberté, vous voyez, du peuple syrien, et toute communauté confondue, toute couleur sociale confondue. Alors, elle s'intitule « Elle va nue, la liberté du peuple syrien », comme demande le peuple syrien. « Elle va nue, la liberté », oui, le nom de la poète, c'est Maram Al-Masri. « Elle va nue, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés,
Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance, mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Elle bombe sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. La série hier, c'était une destination passionnante, un pays magnifique. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu synonyme de souffrance, désolation, détresse et chaos total. J'espère vraiment que le pays retrouvera bientôt le chemin de l'apaisement. Merci de votre écoute. Parler de la dimension sociale de la société syrienne d'aujourd'hui. Ça, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. En tout cas, moi j'ai choisi le point un peu plus dur que Mohamed, un peu moins, on va dire. Je veux parler de la peuple syrien, de l'histoire de la peuple syrien, comment il a réfugié, et le changement de graphique. En tout cas, je veux commencer par dire que la Syrie, c'est une terre de civilisation, c'est une maison de tous. Pendant l'histoire de la Syrie, comme on montre... merci Mohamed. En tout cas, la Syrie était un terre d'accueil de réfugiés pendant le temps. Et il y a un article qui est sorti il y a 2 ans dans le Washington Post qu'il a cité vraiment, qu'il a dit la Syrie, l'histoire oubliée. C'est-à-dire, on parle maintenant beaucoup de réfugiés qui sont venus en Europe, dans le pays autour de la Syrie, mais on a oublié que la Syrie, il a accueilli beaucoup de réfugiés à l'époque, depuis 1860. On a accueilli les Arméniens qui ont été massacrés par les Turcs, par les Osmaniens, si on peut dire. On a accueilli des gens de Chypre, de Crète, qui sont venus pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, surtout les Grecs qui sont venus en 1915. Ils sont débarqués en Syrie dans un camp de réfugiés. La Syrie, il a accueilli tous ces gens-là. Il a accueilli surtout Alep, qu'il a accueilli en 1915. Il a accueilli 60 000 Grecs qui sont venus pour prendre brille en Syrie. Et c'est à l'époque, c'est-à-dire ils ont ajouté la quart de la population d'Alep. Bien sûr, il y a des Arméniens qu'on a parlé, les Cirkistan, Chalkas, ce qu'ils s'appellent, venus de pays de Balkans pendant la Première Guerre mondiale, aussi, c'est pendant le conflit qu'ils ont subi après, qu'il a accueilli tout ça, la Syrie. Après, bien sûr, dans l'histoire récente, la Syrie, il a accueilli les gens du Liban en 1996, il y a eu guerre au Liban, et en 2006 aussi, il y a pas mal de Libanais qui sont venus en Syrie trouver leur refuge. Et bien sûr, on n'oublie pas les Palestiniens, depuis 1948, qui sont venus aussi en Syrie, trouver des refuges en Syrie. Et bien sûr, tout le monde le savait, il y a la guerre en Irak, qui est la Syrie, il a subi vraiment une augmentation des migrants, 1,5 million d'Irakiens qui sont rentrés en Syrie pendant 5-6 mois. C'est-à-dire pour un pays qui n'a pas autant le statut de portée, et c'est un pays pauvre, on peut dire, dans les moyens, qu'il a porté 1,5 million d'Irakiens, bien sûr plus que les immigrés qui étaient ici, les réfugiés des Palestiniens, des Libanais, des Syriaques, des Arméniens qui sont venus en Syrie. C'est un coup très dur pour l'État et pour le peuple, bien sûr, syrien, qu'ils ont été accueillants, chaleureux, accueillis tous ces gens-là. En tout cas, après il vient le point où les Syriens, ils ont commencé à fuir la Syrie, si on peut dire. Et je cite ici, il y a un écrivain, il s'appelle Dias Fouri, écrivain libanais, qui a écrit un roman, il s'appelle La Porte de Soleil. Il a dit dans ces livres-là, ça m'a terrifié que je vois une ville exploser sa ventre.
son ventre. Et la Syrie, il était comme ça. Il a explosé son ventre et tous ses enfants, ils sont partis partout dans le monde. Bref, au Liban, il a cité Mohamed précisément, ils sont réfugiés au Liban, en Irak, en Jordanie, bien sûr en Turquie. Ils ont suivi le chemin de Saint-Paul, bien sûr, de Turquie, qui l'ont passé par la Turquie, par les Balkans, par l'Europe de l'Est. Il y a des gens qui ont fait tous ces chemins-là à pied. Tous ces chemins-là pour arriver en Allemagne et en France et dans tous les pays d'Europe. Par rapport de ça, la Syrie, il continue. Il y a des gens qui sont, comme on a dit, quand même cité Mohamed, il y a 6 millions de réfugiés en dehors de Syrie et 6 millions déplacés à l'intérieur de Syrie. Démographiquement, ce pays-là, il est en train de changer parce qu'il y a pas mal des intérêts géopolitiques, il y a pas mal des intérêts malheureusement religieux qui font le conflit en Syrie, malgré que c'est un peuple qui était vraiment, comment dire en arabe, un peuple mosaïque. C'est-à-dire, on était tout ce peuple-là qui sont venus en Syrie, ils ont trouvé leur place, ils sont rentrés dans la texture de cette société, sont fait partie maintenant. Par exemple, nous, on vit à Damas, et j'ai la chance de vivre dans un quartier où il était Saint-Paul. Dans le même quartier, j'ai visité où il était caché, il est venu à Damas, dans le même quartier, dans la même maison. J'ai visité l'église où il était soigné par Saint Anania, qui s'appelle le quartier encore Saint Anania. Et jamais on croise des gens dans la rue ou dans les villes ou dans n'importe quel où on part, qu'on le demande, c'est syrien, on ne le savait pas qu'il est d'origine grecque, d'origine arménien ou quoi que ce soit, bien sûr, et ils sont conçus des quartiers entiers à leur nom, et il y a jusqu'à maintenant en Syrie, à Damas, un quartier, il s'appelle le quartier Muhajirin, les immigrés, qui étaient construits vraiment en 1915 à 1920, et jusqu'à maintenant, c'est le plus beau quartier maintenant à Damas, s'il reste quelque chose. Après, ce peuple-là, quand il a été, nous, ce qui m'a choqué un petit peu, avec cette histoire de la peuple syrien qu'il a accueilli pas mal de gens qui ont vraiment, on oublie ça. Et maintenant, les réfugiés syriens, quand ils vont dans des autres pays, ils subissent ces choses-là. Ils subissent cette refus un peu de gens qui sont habités partout en Europe ou en Turquie ou dans les pays voisins. Et c'est pour ça qu'on a dit, démographiquement, ça va changer vraiment beaucoup de choses pour la Syrie, pour le peuple syrien. Et bien sûr, on encourage les gens qui restent là-bas, parce qu'il me reste encore des familles là-bas, ma soeur, mon frère, ma famille, mes cousins, toute la famille, ils sont encore en Syrie, à Damas bien sûr, à l'abri plus ou moins à beaucoup de gens qui habitent dans des villes qui ont vraiment été bombardées comme il faut. À partir de ça, on dit, on aimerait bien tendre les mains, comme beaucoup d'associations qu'ils ont fait pour ces réfugiés-là, comme les Syriens, ils ont fait auparavant, pour les gens réfugiés qui sont venus de l'Europe à cause de la guerre, et aider ces gens-là, parce que ces gens-là ne sont pas partis de la Syrie volontairement. Ils ne sont pas partis, il y a bien sûr des vagues d'immigration qui sont partis avant la guerre, mais demandant d'études, pour vivre mieux, ou pour travailler ailleurs, ou pour rejoindre leur famille, ou quoi que ce soit. Mais maintenant, les gens qui sont partis de la Syrie, ils sont partis vraiment obligés de partir de la guerre, obligés de fuir la mort pour trouver une meilleure vie. Et ces gens-là, bien sûr, ils sont traumatisés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on reste à côté d'eux pour l'aider, l'améliorer leurs conditions de vie. Car les Syriens, franchement, de point de vue personnel, je vois qu'il n'y a pas des Syriens qui aiment bien rester, sont en Égypte ou en Jordanie ou au Liban, qui ont faire des affaires, ils ont amené de l'argent, ils ont aussi, même s'ils n'ont pas de l'argent, qu'ils vont chercher le travail, c'est un peuple travailleur, qui aime bien bouger, qui aime bien faire des choses dans leur vie, pas s'asseoir ou prendre de l'aide de telle ou telle personne. Et ça se voit ici en Europe, je rencontre beaucoup de Syriens qui sont vraiment dans la démarche de recherche de travail, dans le travail, pas dans le besoin.
Bref, moi je dis démographiquement, la Syrie ça va changer. Comment ça va changer? Comment ça va arrêter? Malheureusement, je n'ai pas de réponse pour cette question, parce que c'est une question vraiment maintenant internationale, régionale, parce qu'on n'arrive pas à jouer un rôle politique ou à jouer un rôle vraiment de prendre une décision dans notre pays, malheureusement, parce que le peuple syrien maintenant, personne ne lui demande son avis. Il y a la Russie, l'Iran, les États-Unis. On ne parle pas des Qatar et d'Arabie Saoudite qui ont fait jouer un rôle, entre parenthèses, magnifique pour envoyer tout ce qu'ils vont envoyer vers la Syrie. Et on a auparavant décidé de parler de la chrétienne de Syrie, comme on est ici. On a parlé de Saint Paul, le chemin qu'il a pris, et on parle de la... Je ne veux pas rentrer dans les détails, dans les chiffres, parce qu'on peut avoir tous ces chiffres-là, mais je peux parler de la vie qu'ont vécu les Syriens. Les chrétiens, ils font vraiment... c'est-à-dire, on ne peut pas marcher dans la rue, on dit c'est chrétien, c'est musulman, comme ça en Syrie. On est tous de la même peuple, on est tous de la même tissu social en Syrie. Et bien sûr, ils ont subi l'immigration comme tout le monde. Mais comme on est une minorité en Syrie, ça se voit plus. C'est-à-dire, il y avait, avant la guerre, il y avait à peu près 18% des chrétiens. Mais maintenant, après la guerre, je pense qu'ils sont descendus, chiffre pas officiel, vers le 8 ou 9%. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment beaucoup de fuir, beaucoup de gens qui sont partis de la Syrie, surtout chrétiens. Et après, l'Église, pour moi, personnellement, il n'a pas joué un rôle très important pour ancrer ou rester ces gens-là ici. Il a bien sûr travaillé comme il faut, mais c'était trop tard. Après, des fois, c'était trop tard. Dans des régions, dans la Syrie, c'était trop tard pour faire travailler, pour améliorer la vie des chrétiens, parce que comme tout le monde, les Syriens, les chrétiens, ils vont partir pour pouvoir vivre comme il faut, pour leurs enfants, pour leur famille. Mais en tout cas, ils ont suivi le chemin de tous les Syriens, qui sont partis ou vers la Turquie, ou vers la France, vers l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, si on peut utiliser le mot, une hémorragie chrétienne en Syrie et de le peuple syrien en général, qu'ils ont fui. Et maintenant, la question à l'Église, là-bas, toutes les églises confondues, ils posent une question: comment on peut faire, c'est-à-dire pour rester, les chrétiens qui restent ici, comment on peut faire? Ils ont trouvé une solution, je pense, banale pour moi, parce qu'ils disent, ils communiquent les ambassades autour de nous, ils disent, interdisez, s'il y a quelqu'un qui est chrétien qui vient, ne donnez pas de visa. Bref, c'est super. Mais après, ils trouvent, les gens, quand ils vont partir, ils trouvent 1000 solutions. Mais en tout cas, les chrétiens en Syrie, plus dans les années 80, 90, quand même, ils ont subi une immigration, qu'ils étaient arrêtés à un moment donné. Et c'est pour ça, surtout les Syriaques, parce qu'ils font partie des Araméens, qui sont partis de la Syrie. Et maintenant, les quartiers chrétiens qu'ils ont résisté, qu'ils ont resté, maintenant, ils retrouvent un peu l'espoir de revivre encore en Syrie stable, en Syrie démocratique, civique, pour leurs amis, pour leur famille, pour leur pays qui s'installent, qu'ils ne vont pas être déracinés de leur pays. Et voilà, moi j'ai parlé un peu de l'immigration, de la démographie qui change en Syrie, les déplacements des gens, ces mélanges trop, et des étrangers qui rentrent en Syrie pour faire des affaires, parce que la guerre maintenant c'est une affaire. Bien sûr, tout le monde se bat pour avoir un parti pour eux, et malheureusement, ça tombe sur la Syrie. Merci. Social de la société syrienne. Je vais passer la parole à Assad, qui est écrivain critique littéraire et qui va vous parler en arabe. Alors, vous allez faire un petit effort. Non, je vais traduire. Ça fait quand même 3 heures qu'il fait un effort. Je crois qu'on pourrait, pendant une petite demi-heure, le lui rendre. Alors, volontiers. Assad, c'est à toi. C'est pas ça.
Oui, oui, allez. Oui, ça. هناك مثل فرنسي يقول كوني جميلة واصمتي. Alors, il y a un dicton, un proverbe en français qui dit alors, sois belle et tais-toi. Oui. سوريا الجميلة كانت صامتة. Donc, la Syrie belle, elle a été tout le temps silencieuse. لكن حين تحدثت سوريا أعطي الصورة الثانية تبع الخراب. Mais quand la Syrie a parlé, a osé parler, ça a donné ça. جميلة لأنها صامتة. تحدثت خراب ودمار وضياع وتهجير ونزوح وإلى آخره. Donc oui, elle est belle si elle reste silencieuse. Mais si elle parle, elle est synonyme, elle devient destruction, migration, déplacement forcé, etc. etc. سوريا قبل الحرب قبل الأحداث كانت تسمى جمهورية الخوف. Donc avant les événements, la Syrie s'appelait ou avait pour nom la République de la peur. صحيح أن سوريا جميلة لكنها خائفة. وهذا الخوف كان نتيجة غياب الحرية والديمقراطية والحياة السياسية. الكل صامت لأن ثمة من يتحدث عنه. Oui, c'est vrai que la Syrie était belle quand elle était silencieuse, mais ce silence est dû à une absence de liberté d'expression. Donc est dû à une, comment dirais-je, à une répression imposée aux citoyens syriens. بعد 2011 تحولت سوريا من جمهورية الخوف إلى ديكتاتورية الموت والدمار. Donc après 2011, la date du soulèvement populaire syrien, alors la Syrie s'est transformée pour devenir la République. Au départ, elle avait pour nom, on a dit, la République de la peur. Elle est devenue pour être la République de la destruction. السوريون طالبوا بحريتهم باستعادة كرامتهم وإلى هذه اللحظة يدفعون الثمن ودفعوا ثمنا غاليا جدا 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 في الدم والوقت والأملاك والتهجير والنزوح. كل هذا كان ثمنا للحرية حبيبة الجميع. Oui, alors si les Syriens sont sortis dans la rue, c'était pour demander un peu plus de liberté, un peu plus de dignité, un peu plus, et je dis bien un peu plus parce qu'il le dit, de justice sociale. Mais aujourd'hui, ils en ont payé le prix très fort. الأشهر الأربعة الأولى من الثورة السورية كانت الثورة السورية. كانت تسمى الثورة السورية. بعد انقضاء 4 أشهر على الثورة السورية تحولت هذه الثورة إلى ثورة تم عسكرتها بهذا المعنى. Donc, vous savez, les nominations et les dénominations sont nombreuses quand on peut qualifier ce qui se passe en Syrie. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est une guerre, etc. Donc, Assad dit qu'elle était une révolution, mais juste pendant les premiers 4 mois. Après ces premiers 4 mois, c'est devenu une révolution militarisée. أنا أحد الناس الذين شهدوا بعض المظاهرات التي تسلل إليها
عناصر من المخابرات وعناصر من الجيش بلباس مدني وأطلقوا النار على الحواجز وقوات الأمن. Donc, Assad, qui vient de Raqqa, comme il participait aux manifestations qui avaient lieu en ville, il témoignait du fait qu'il a vu de ses propres yeux des agents du renseignement qui se sont introduits dans la foule et ils ont tiré sur les manifestants, sur les forces de l'ordre. هذا ما دفع النظام إلى استخدام القوة واستخدام السلاح ضد المتظاهرين بحجة أن بعض إطلاق النار يأتي باتجاه القوات العسكرية التي كانت تحمي المظاهرات. Ce qui a ensuite logiquement donné droit au régime, à l'État syrien, d'avoir recours à la force et d'utiliser les armes contre les manifestants pour, soi-disant, protéger les forces de l'ordre. طبعا التفاصيل كثيرة لكن أكتفي ب يعني إشارات لإثارة بعض الأسئلة يعني لدى الحضور. Donc, il fait un exposé très succinct, donc, mais il a en plus choisi, sans rentrer dans les détails, de vous donner des signes indicateurs des événements et de la question syrienne. Et après, donc, il vous donnera la parole si vous avez la moindre question sur cette question syrienne. أحتاج إلى مسألتين لتوضيح قضية هامة جدا. من المفترض الذي ينصت أو يشاهد أو يتابع المسألة السورية من المفيد جدا أن يتوقف عنها. Donc Assad, il a besoin de deux éléments pour développer et nous aider à comprendre de quoi il s'agit, en quoi consiste-t-elle la question syrienne. Donc il faudra nous y arrêter ces deux éléments. الأولى هي معرفة بنية هذا النظام الدكتاتوري الذي جاء إلى الحكم. Donc le premier élément, il faut bien savoir et comprendre la structure, l'appareillage du régime syrien. هذا النظام جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري. Donc ce régime qui est venu وسمي حركة تصحيحية بس هو عمليا جاء بانقلاب عسكري. Donc ce régime qui est toujours en place, il est venu au pouvoir dans un coup d'État en 1970 et qui s'est donné pour nom dans la suite un mouvement de correction, un mouvement correctif ou de redressement national. واستطاع تحويل كل مؤسسات الدولة لخدمته فبدأ باتهامها بالتدريج وحاول بشكل أو بآخر عسكرة الحياة المدنية بالمؤسسات الشبيبة والطلائع والمعسكرات التدريبية وكل هذا المشهد كله استطاع أن النظام يقدم الحياة العسكرية بدلا من الحياة المدنية. Donc une fois en place le régime, il a procédé à donner un aspect militaire à l'école, au collège, au lycée. Donc il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'éducation militaire. Tous les collégiens et lycéens devaient suivre ces cours-là. Donc il a commencé aussi par, selon des méthodes propres à lui, à exploiter les différentes institutions publiques. يعني الإشارات كثيرة لكن أستطيع باختصار أن أوضح أن هذه الجمهورية التي تدعى الجمهورية العربية السورية هي جمهورية ملكية توريثية والدليل على ذلك أن الأب لم يمت إلا بعد تسليم ولده فكيف تكون جمهورية وفي الوقت نفسه هي ملكية. Donc il peut donner plusieurs exemples là-dessus, mais une chose est sûre, c'est que cette république, ce n'est pas une république en tant que telle, c'est une république royale.
c'est une république qui a le statut d'un royaume. Et l'exemple, c'est que le président décédé, le père Assad, n'a pas quitté le pouvoir avant de laisser les moyens pour que quelqu'un de la famille prend le relais. هذا النظام استطاع الدفاع عن نفسه بجملة من القضايا. أولا أخرج كل السجناء الأصوليين والجهاديين من سجون وأطلقهم في المحافظات السورية بالتنسيق مع المخابرات السورية. أي واحد. اثنان استخدم كافة الأسلحة بما فيها المحرم الكيميائي. في 10 دقائق استطاع النظام قتل 1644 مخلوق بني آدم. Oui, la première chose, c'est que le régime, c'est un régime qui sait bien se défendre. Lors du soulèvement syrien et la sortie de prison, tous les extrémistes, tous les fondamentalistes qui étaient emprisonnés, voilà, qui ont après rejoint le soulèvement pour faire, pour dévier, si j'ose dire, le soulèvement. Et deuxième chose, ce régime, il n'a pas du tout hésité à utiliser les armes chimiques. Donc la première attaque chimique qui a coûté la vie à peu près 1600, voilà, 1644, vous voyez le chiffre. Dont 1000 enfants. C'était Ghouta, non? Voilà, c'était à la Ghouta orientale, vous voyez, dans la campagne de Damas. C'était en 2013, il me semble. عموما هذا النظام استخدم كافة الأسلحة وإلى هذه اللحظة بما فيها البراميل المتفجرة التي حرمت منذ الحرب العالمية الثانية. ما زال النظام يستخدمها. السؤال الكبير، السؤال السوري الكبير، لماذا العالم ما زال صامتا على هكذا نظام وهكذا مذابح وهكذا مقاتل؟ سؤال. Donc, ce régime aussi, en plus des attaques chimiques, des armes chimiques dont il a fait usage, il a utilisé comme arme pour tuer le peuple syrien ce qu'on appelle les barils explosifs. Voilà, ce genre d'arme normalement était prohibé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, la grande question qui se pose et que Assad soulève et nous la pose, il se la pose, c'est pourquoi et jusqu'à quand la communauté internationale reste silencieuse, ne fait rien, n'a rien fait jusqu'à maintenant. Il cherche une réponse. نقطة أخيرة. الآن سوريا aujourd'hui Oui, la Syrie d'aujourd'hui. الآن سوريا 4 دول، 4 جيوش تحتل سوريا، والجيش الخامس هو ميليشيات متعددة الجنسية. Donc, malheureusement, le plan politique et militaire de la Syrie d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 grandes puissances qui occupent la Syrie, dont une 5e qui est composée des milices étrangères. يعني عموما أنا أتمنى أن يكون في أسئلة، يعني هي نقاط بدون تفاصيل. Voilà, donc il aurait souhaité vraiment que ce soit un échange avec vous, et puis voilà, vous donner des éléments indicateurs sur la question, comme il a dit, la grande question syrienne. Merci. Voilà, merci Hassan. Alors maintenant, la parole est à la salle, s'il y a des questions. C'est juste, il est 15h, on avait dit que ça se finissait à 15h, donc si certains ont des obligations, n'hésitez pas à partir. Ça part compensant pour nos autres Syriens, c'est juste que, voilà, on avait dit 15h, mais si vous voulez rester... on a tout notre temps. On a notre temps, hein, je veux dire, donc nous, ça nous fait plaisir de continuer. Vous pourriez nous rappeler qui ceux qui ont était... besoin de participer beaucoup. Vous pourriez nous rappeler qui était au pouvoir en 1977 avant le coup d'État?
مين كان بالحكم بسوريا قبل 1967؟ مين كان يستلم؟ ايه قبل قبل ما يشوف يعني كلمتين ولا قبل حافظ الأسد كان يعني يحكم حزب البعث. حزب البعث اجى بعد ما حصل الانفصال بين مصر وسوريا 63. بعده استلم مجموعه من الضباط، بعدين عملوا عليهم انقلاب وحصل يعني استلام حزب البعث برئاسة نور الدين العتاسي. Oui, alors comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez, donc il y avait comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait après la fin du mandat français de la France en 1946, la Syrie a été marquée par une succession de coups d'État, plus d'une dizaine, d'une quinzaine. Alors, il y avait une unité entre l'Égypte et la Syrie en 1958. Là, je traduis. Hein. Et donc, il y avait un ensemble d'officiers des deux pays qui se sont mis d'accord sur le fait qu'on va élire un nouveau président. Et là, il y a eu un coup d'État entre ces deux ensembles d'officiels. Entre 1958 et 71, c'était Jamal Abdel Nasser, le président d'Égypte. Oui, d'Égypte. Oui, mais le président de la Syrie en même temps. Parce qu'il y avait un parlement. Oui, oui. République arabe unie. Oui, oui. Oui. Il y avait Jamal Abdel Nasser, le président de deux pays. Mais il y avait un parlement à part. Mais après le... Mais avant l'arrivée de Hafez el-Assad au pouvoir en 1970, donc il y avait comme président Nour el-Din el-Atassi, qui s'appelait comme ça le monsieur. De la même partie. Du même parti, parti, voilà. Qui était un parti laïque. Alors, oui, mais le mot laïque, pour moi, aujourd'hui, ça ne veut dire rien dire, mais ce que je veux dire, il est toujours. Sur le fait. Le mot, le terme, mais sur le fait, les événements, la réalité, il n'y a rien de laïque. Bon. Mais c'était pas démocratique pour autant, c'était pas assez libre pour autant. Eh bien, non. C'était un peu plus libre. Mais justement, donc, la Syrie donc, a eu une histoire malheureuse, c'est que vraiment, elle n'a pas connu vraiment le pluralisme politique. Ici, il y a eu, à mon avis, sans arrêt, des coups d'État qui se sont succédés. D'ailleurs, depuis le départ des Français jusqu'à 1970, ça veut dire donc qu'il y avait un problème de démocratie dont souffre le pays, dont il avait besoin. Et justement, aujourd'hui, pourquoi les Syriens, en 2011, ils sont sortis tout nouveau? Parce qu'il y a toujours un problème d'expression. Il a dit, dès qu'on a ouvert la bouche, eh ben, c'est destruction, c'est souffrance, c'est malheur. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en quelque sorte, oui, une chose qui ressemble à ça. Oui. Mais les Nations Unies, elles ne sont pas intervenues parce que ça. Mais comment ça me fait l'effet que ça relève des Nations Unies? طيب الأمم المتحدة ما دخلت وحلت المشكلة وعملت شيء؟ أسأل مدام. الأمم المتحدة المشكلة بالمسألة السورية يعني مسألة مركبة، يعني يتدخل فيها مصالح مجموعة من الدول الكبرى. سوريا كمكان يعني في لعبة دولية على سوريا بعد الأحداث اللي حصلت فيها في أمريكا، روسيا، البلدان الأوروبية، إيران، إيران، كل هذه الدول لها مصالح داخل سوريا. دائما يعني أي مشكل على مبدأ الجهاديين الإسلاميين، وين ما في مشكل بيروحوا باتجاهه بيعملوا مصالح لهم. واللي حصل إنه الدول الكبرى بعيدا عن الأمم المتحدة، لأنه الأمم المتحدة غير قادرة على أخذ قرار. أخذت قرار 2254 اللي كان ممكن يحل الأزمة أو على الأقل يعمل حل سياسي، فما تم تنفيذه على الإطلاق. ليه؟ لأنه الدول يلي
هي مسؤولة عن هذا القرار اختلفت فيما بينها. Je vais essayer de me souvenir. C'est ça aussi la tâche du traducteur. Le travail, il est pas facile, mais je vais donner une traduction ramassée. Voilà. Plutôt condensée. Oui, oui, non, mais le fond de ce qu'il a dit. Et alors, les Nations Unies, oui, ils sont là. Elle est là, cette institution internationale. Mais le problème, c'est que même avant les événements en Syrie, c'est que la question syrienne est devenue une question d'intérêt politique, géostratégique, économique, etc., etc. Et pour Assad, les grandes puissances du monde, quand il y a toujours un problème, un conflit, une guerre, eh ben, ils s'arrangent entre eux. De la meilleure façon, voilà qui les arrange. Et voilà, s'ils veulent régler, ils règlent le problème, le conflit, mais il faut qu'il y ait une entente déjà entre eux. Donc, ils les ressemblent d'ailleurs avec l'Occident, avec l'implication des pays au niveau régional, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, l'Iran. Ils les comparent aux djihadistes salafistes. Quand il y a un problème, voilà, où il y a un intérêt quelque part, et ben, ils se mettent d'accord sur quelque chose, ils se fixent un objectif pour atteindre cet objectif. Et malheureusement, aujourd'hui, pour lui, il n'y a pas cette entente internationale pour mettre fin à ce conflit, pour changer les choses en Syrie. Oui. Juste là pour ajouter une chose, s'il vous plaît, parce que par rapport à la Nations Unies, il ne peut pas prendre une décision punitive sans les 5 accords pour les 5 pays. Oui. Alors la Russie il fait un parti des gens qui soutiennent le régime syrien. C'est-à-dire, quand il y a une solution, quand il y a une proposition, ça dépend comment s'arrangent les gens, la Russie dit non. Elle a son intérêt. Elle tombe à l'eau. Elle a son intérêt. Bien sûr. Elle doit aller à la Il faut avoir une décision, machin. Mais comme il y a beaucoup des intérêts, comme elle a dit, c'était en fait géographique, politique, la porte de Méditerranée pour plusieurs pays, c'est la Syrie. Et il faut passer ici, on ne peut pas oublier le Qatar qui a joué un jeu par rapport au gaz qui passe en Syrie, qu'il a fabriqué, le djihadiste, qu'il a envoyé, qu'il a investi, c'est trop mélangé. Et ces gens-là, ils payent de l'argent pour telle ou telle personne pour prendre une décision. Après, la Russie dit non, ou des fois la France dit non, des fois il ne faut pas oublier que quand même politiquement la France il a appliqué dedans. Il a intérêt géopolitique comme les États-Unis. Bien sûr, il a joué. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom des 5 pays et rappeler le nom des 5 pays qui s'occupent de la Syrie? Alors les grandes puissances peut-être qui occupent la Syrie aujourd'hui, voilà, dans les miliciens. Du sort de... Tout à fait. 100 millions de خمس جيوش الدول تحتل سوريا. Le Conseil de sécurité, les membres permanents. Vous parlez de 5 pays. C'est quels 5 pays? أصعب عملوا الخمس دول عم تحتل سوريا بالجيوش. هم عارفين الخمس دول عم يقرروا يحاربوا مشان مصير. Oui, oui. Le cinquième, c'était les milices. C'est ça. 4 دول و5 هم الميليشيا. منهم الأربعة. Donc les États-Unis, la Turquie, l'Iran, la Russie, ça y est, c'est les 4 pays. Plus le 5e, donc les milices, alors les milices, je veux dire, chiites, qui sont libanais, irakiens, afghans, voilà. Oui. Ça, moi j'en ai vu à Homs, quand je traversais, je passais les mares à Montréal. Puis je comprenais le dialogue libanais irakien, vous voyez. Oui, donc oui, ces grandes puissances, s'ils se sont gérés, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Voilà. Mais c'est eux qui décident de ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Donc vraiment, j'en ai...
Donc, oui, voilà, pour répondre à la question qu'on a tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui les Syriens et les Nations Unies, en tant qu'institution, on est logés à la même enseigne. On ne peut rien faire. Vraiment, notre sort dépend d'une éventuelle entente ou accord entre les grandes puissances, pays, voilà, qui décideront de la situation, du règlement du conflit ancien. Oui, une question. J'aurais voulu savoir quel est le rôle de l'État islamique dans le conflit. Oui. شو دور الدولة الإسلامية بالنزاع السوري؟ الدولة الإسلامية داعش تكونوا يسول الكونيك شو دور؟ شو له الدور؟ داعش أتت بمرحلة يعني ترجم داعش أتت بمهمة انتهت هذه المهمة. Daesh est venu pour assurer une mission, et cette mission, c'est fini. Donc elle avait un rôle à jouer, elle a joué son rôle, elle est partie. داعش بالأساس ما لها علاقة بالإسلام نهائيا. داعش إجت لعبة استخباراتية. Daesh n'a rien à voir avec l'islam du tout. C'est un jeu lié vraiment aux renseignements internationaux. إلى الآن داعش موجودة في الصحراء. لما الدول الراعية لها تحتاج إلى دور لها تحركها. حادث من قبل النظام تم تحريك داعش باتجاه السويداء وحصلت مذبحة راح على أثرها 300 بني آدم. Donc Daesh existe toujours aujourd'hui, elle est refoulée dans le désert syrien. Et quand on a besoin de Daesh, donc on fait appel, donc ils viennent, ils règlent un problème, ils repartent. Donc quand on a eu besoin d'eux, c'est vrai, on les a fait venir pour régler un problème à Souaïda. Souaïda, c'est une ville syrienne qui se trouve à la frontière jordanienne. Donc il y a un problème entre on va dire, les habitants locaux et le régime. Ils ne voulaient pas, moi je me rappelle de l'événement, de l'histoire, ils ne voulaient pas rejoindre l'armée régulière syrienne. Voilà, ils voulaient juste protéger leur localité là-bas. Et alors hop, on fait appel à Daesh, et Daesh passe pour attaquer cette ville. Donc elle a toujours un rôle à jouer. Quand on a besoin de lui, il est bien là, il est présent, et on le garde toujours dans le désert, ils sont là. Là, dans cet exemple, c'était le régime. Alors que les grandes puissances sont toujours au courant de la présence de Daesh, bien sûr. Ils peuvent l'utiliser aussi. Ils peuvent l'utiliser aussi. Daesh, c'est un instrument pour plusieurs. Je crois que oui. Malheureusement. Ouais, c'est pour ça que c'est pas clair. Il finit la réponse. داعش بالنسبة لداعش لأنه أهل السويداء رفضوا أنه يبعثوا أبنائهم للخدمة الإلزامية داخل الجيش السوري ومنعوا الجيش السوري من الدخول على السويداء. حصلت هذه الحادثة على أثرها دخل الجيش السوري باسم حماية مدينة السويداء. بس بعد ما تعرضت السويداء لهذه المذبحة يلي كان سببها داعش. كيف تحركت داعش؟ من فوق من السماء؟ Non, ça pas venu du ciel, de Daesh sur terre, et là on le connaît. Non, mais il rajoute juste une chose par rapport à cette histoire qui est arrivée aux habitants de Souaïda. Justement, comme je vous l'avais dit, parce que les parents, enfin les familles, ils ont refusé d'envoyer leurs enfants combattre avec le régime. Voilà. Après, donc on a fait venir Daesh. Bon, il y a eu un massacre, je crois qu'il y a eu plus de 300 morts. Et après, donc à l'issue de cet événement, de cette histoire, le régime a envoyé maintenant du renfort pour protéger maintenant la ville. Donc un ami l'après. J'ai une question à propos de l'identité du peuple syrien. J'ai vu tout à l'heure que vous avez mis
qu'il y a 85% d'Arabes en Syrie. C'est ce même chiffre qu'on nous a donné en Afrique du Nord, 85% d'Arabes. Et après les études génétiques, on a découvert qu'il y en avait en fait moins de 5%. Est-ce que c'est un chiffre politique? Ça, c'est une première question. J'ai écouté il y a des années de cela un discours du président Bachar el-Assad qui a exprimé sa déception quant à l'attitude des Arabes dans la guerre de Syrie. Et il a dit, nous ne sommes pas Arabes, nous n'avons jamais été Arabes, nous sommes des Assyriens. Et il était en colère, il avait même dit, quant à la cause palestinienne, qu'elle aille en enfer. Ça veut dire que le président de Syrie se pose la question aujourd'hui, est-ce que vraiment les Syriens sont des Arabes ou est-ce qu'ils ont été peints d'arabité comme l'a été l'Afrique du Nord et qui est en train de se libérer actuellement? Merci David pour la question. Donc on peut vous dire comme ça. Moi, en tout cas, je veux revenir sur Hong Kong, parce que on est des Syriens, c'est l'intérêt de la Syrie. Vous allez voir que je suis en désaccord avec beaucoup de points avec des amis syriens, par rapport de Daesh, par rapport de l'armée syrienne, par rapport de la... je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on n'est pas tout à fait arabe, parce que le peuple syrien, avant que l'islam rentre, on veut dire l'islam et l'arabe, rentre en Syrie, il était 87% des Syriaques, c'est-à-dire le branche de aramien. Après il y a beaucoup de gens qui ont converti en islam, parce qu'ils ont resté jusqu'à maintenant. Je veux citer trois villages en Syrie qui parlent l'aramien jusqu'à maintenant. Mon beau-frère fait partie de ces gens-là qui parlent les Syriaques, mais mes voisins, ils parlent l'aramien jusqu'à maintenant, la langue de Jésus. En tout cas, avant que l'islam rentre en Syrie, ou avant bien sûr, c'est un mélange tout à fait avec la civilisation, comme les Romains, comme tout le monde. On est mélangés. En tout cas, les Syriens, ils ne sont pas tout à fait... Ils parlent l'arabe. Oui, c'est notre langue. On parle l'arabe, et on parle plusieurs langues. Parce que le kurde, vous ne pouvez pas dire à un kurde que vous êtes arabe. Et il arrache les cheveux, je pense. Hein. Mais les Libanais, pareil, hein, vous dites arabe, ils disent non, nous, on est phéniciens. Mais bref, nous, on n'est pas là. Nous, on dit, moi, pour ma part, quelle que soit mon origine, je suis syrien. Je suis syrien, je suis fier d'être de Syrie, de France. C'est ma langue que je suis fier d'être. Mais c'est une vraie question. On n'est pas tout à fait arabe, mais on parle de langue et il y a plusieurs branches, c'est-à-dire on est arabisé. Et on est dérivé vers cet sens-là. Après, juste en revenant vers le Daesh, qu'il était un État à utiliser ou pas à utiliser, où il est un rapport avec l'islam ou pas l'islam. Moi, je veux dire Daesh, il a un rapport très fort avec l'islam, mais pas de la Syrie. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas la situation syrienne, l'islam syrien ou l'islam de Moyen-Orient, il n'est pas comme ça du tout. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, mais il est lié avec l'islam, parce qu'il utilise beaucoup de textes coraniques, il utilise beaucoup de textes dans les Sahih Bukhari, tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails, il utilise des textes islamiques. Les paroles prophétiques. Exactement, mais les hadiths, c'est bon, mais ça ne ressemble pas à nous. Nous, on est j'aime pas présenter ma identité chrétienne, mais je veux dire, autant que chrétien, on n'a jamais eu de problème en Syrie. Est-ce que c'est la dictature qui a fait ça, ou est-ce que c'est la dictature, ou est-ce que c'est le peuple? Parce que moi, je pense que c'est le peuple syrien qui était vraiment autant qu'il aime la paix, qu'on travaille ensemble, qu'on vit ensemble. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes au fur et à mesure du temps, tous, pas que les chrétiens, mais Daesh, il est venu d'ailleurs, il n'est pas venu de la Syrie, il est venu d'Irak, il était alimenté par les djihadistes du Maghreb, il était alimenté par les djihadistes de Kol, il est alimenté par les djihadistes d'Afghan, et comme ça, ils sont se rassemblés sur un projet, sur un but parce que dans le Coran, dans l'islam, c'est Ard de Sham, c'est-à-dire le pays de Sham, c'est de Damas, c'est quelque chose sacré pour eux. Il faut établir un État ici, parce que Sham, c'est-à-dire Sham, c'est le nom, un deuxième nom de Damas. Sham, c'est magnifique pour eux. C'est ici le prophète qui a dit qu'il faut commencer à la fin par ici.
Et venant de ça, je dis, mais ça ne ressemblait pas à l'islam de la Syrie. Ça ne ressemblait pas du tout à l'islam de Moyen-Orient, parce qu'on vit toujours en paix, mais je ne suis pas d'accord que Daesh n'est pas lié avec l'islam, parce qu'il y a les dérivés de l'islam qu'ils ont pris des hadiths, des phrases qui l'ont fait à leur sort, comme en Égypte, comme pareil. Ça c'est pour la question. Je ne sais pas si j'ai répondu qu'on est de peuples vraiment différents, mais on parle l'arabe, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient vraiment 80, comme on dit, 87% qui ont le syriaque, c'est-à-dire chrétiens. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont convertis en islam à cause de peut-être plusieurs problèmes. Jizya, c'est beaucoup de choses comme ça. Et bien sûr, il y a des chrétiens qui sont restés ici. C'est-à-dire avant le Turc, en 1400 ou en 1500, comme ça, avant que le Turc rentre en Syrie, il y avait plus de 50% des chrétiens en Syrie. Plus que 50% avant l'envahissement d'Ottoman en Syrie. Mais après, bien sûr, il y a des gens qui sont partis, il y a des massacres de chrétiens, il y a des, comme ça qu'il a changé démographiquement le pays. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Oui, oui, la dynastie des Umayyads. Mais ça, dès la moitié, peut-être pour répondre aussi en partie à la question de David. الحديث عن الهوية السورية أو عفوا الهوية العربية. طبعا كل يقال المثل الذي لا أصل له يشكك بأصول الآخرين. بشار الأسد للأسف ليس له أصل. العرب السوريون أو العرب بشكل عام، نحن العرب أصولنا نصرانيين، لأن النصارى عرب، المسيحيين هم العرب وليسوا نحن المسلمون. العرب هم المسيحيون، هم جذر، المسيحيون جذر للعرب. نحن مسلمين لما اجت الديانة الإسلامية. الكثير بس هو عم نفهم عليه هو Oui, compris, mais on va pas aussi pour les autres. Mais s'agissant de la question de l'identité, pour moi c'est une question épineuse, hein, d'ailleurs, en l'occurrence, je ne sais pas sur quoi on peut se baser, mais bon. Alors, je vais traduire le propos de Assad, c'est qu'en la matière, celui qui sème le doute sur l'identité des autres, ça veut dire que lui, il n'a pas à la base d'identité. Donc ça, c'est en réponse au discours qui a été tenu par le président Bachar al-Assad qui disait que, je viens de citer Nabil, que des Sufs à des Arabes, ils n'ont pas d'identité, etc. Et puis ensuite, Assad dit que nous, Arabes syriens, Arabes de Syrie, on a des origines chrétiennes. Voilà, nos racines sont chrétiennes. C'est ça. العرب أغلبهم فينيقيين. فينيق. La plupart des Arabes sont des Phéniciens. أكاد الأشوري هو من أجدادنا. أكاد الأشوري من أجدادنا وأجداد اليهود وأجداد المسيحيين. أكاد يعني في بالعراق اللغة الأكادية. Donc oui, les Acadiens, les Assyriens, ce sont nos ancêtres. Vous voyez, donc toujours en Irak, il y a la langue acadienne et assyrienne. بشار الأسد يتحدث كما يحلو له المشهد. المشهد يعني بشار الأسد من فترة قال إنه الشعب السوري اللي موجود تحت ظله هو يعيش حالة التجانس. Donc, oui, par rapport au discours tenu par Bachar al-Assad sur l'identité syrienne ou arabe de Syrie, Assad dit que Bachar al-Assad il tient souvent, de temps en temps, des discours qui l'arrangent. C'est que, dernièrement, il disait que on va essayer de composer, de constituer la Syrie homogène. Donc, la Syrie homogène, ce sont les gens qui acceptent d'être avec lui, qui restent sous son règne.
التجانس مع الأسدية، يعني المسيحي متجانس كما هو المسلم مع المسيح مع الأسدية وليس مع ديانته. يعني بشار الأسد بحالة التجنيس ألغى كل الديانات وأبقى على الطائفة فقط اللي هي العلوية، مع احترامي الشديد للعلويين. نحن بحياتنا بسوريا ما كنا نفكر انه هذا مسيحي وهذا علوي وهذا على الاطلاق. Donc, l'homogénéité de l'État syrien dont parle ou rêve de former Bachar al-Assad, ce sont des gens qui acceptent de s'affilier à son régime indépendamment en mettant de côté leur religion, leur appartenance religieuse. Donc voilà, mis à part d'être chrétien ou musulman ou autre, mais ce qui importe, c'est de faire allégeance, c'est d'être fidèle à l'assadisme. Vous voyez, le régime Assad. Ça. Oui, j'avais juste voulu poser une question. Il y a quelques années, j'avais entendu par quelqu'un qui était très chrétien, pratiquant, que finalement, vous l'aviez présenté, il y a 7% de chrétiens, que en fait, l'Église en Syrie, l'Église chrétienne en Syrie, et les communautés religieuses, les religieuses qui existaient soutenaient le régime. Parce que, en fait, ce qui est donné dans la communauté internationale, on nous ment sur la réalité. Donc la question est de savoir si ça a changé, si on a changé d'avis sur ça, si c'est vrai ou qu'est-ce qu'il en est. Merci. Par rapport aux chrétiens de la Syrie, que j'ai fait partie d'eux, en tout cas, nous, on n'a jamais soutenu un pouvoir en elle-même, c'est-à-dire Bachar al-Assad en question ou d'autres. Ils ont fait des fautes dans l'histoire des chrétiens. Moi je dis, parce que j'ai évoqué, c'est pour ça que j'ai vécu la force tout à l'heure. Parce que les chrétiens, ils sont. Un jour, ils ont demandé à un archevêque en Irak, arménien, et ils ont dit pourquoi vous n'avez pas porté des armes pour défendre. Et lui, il avait la réponse. Il a dit on a toujours porté ça. On n'a jamais porté des armes, mais on a porté ça. C'est-à-dire, on est là pour écrire, pour prolonger dans la culture, dans la paix, dans la texture sociale de n'importe quel pays où on va. Mais moi, c'est pour ça que je dis que c'est une faute fatale. Car quand il y a un événement, en Syrie ou ailleurs, et il y a des armes, et les chrétiens ils sont hors de cette question. Parce que maintenant, en Syrie, si on regarde comme ça, on regarde qu'il y a le pouvoir de côté, il y a l'extrémisme de côté, bien sûr, il y a les peuples qui ne peuvent rien faire, y compris les chrétiens, qui ne sont pas pris parti. Pour moi, mais quelle est la parole de l'Église? Parce que maintenant, il y a eu le nazisme ici, et il y a eu l'attitude de l'Église. Là, dans ce cas particulier, quelle est la position de l'Église en Syrie? Il y a des gens individuels, ils ont pris parti, je ne veux pas nier ça, des Courés ou des Charpais qui ont pris parti d'origine, et il y a des gens qui ont fait partie de l'autre, de Poussin. Exactement. Mais c'est ça, les chrétiens qui sont c'est-à-dire, ils ont fait rentrer dans le peuple, on n'a pas cette identité chrétienne en Syrie. On est chrétien, mais on ne provoque pas cette identité. C'est-à-dire, nous, on va résister parce qu'on est chrétien. Non, tout le monde, la plupart des chrétiens, 90% des chrétiens qui disent, nous, on est syriens. La première, c'est moi. Moi, je ne vais pas présenter ma identité, mais parce que la question, il est là, je provoque. L'identité nationale est plus importante que la conviction. Exactement. Parce que la conviction, c'est pour nous. Elle n'a pas pris pour tout le monde. C'est ça ce qu'on a. C'est nous qu'on a appris ça. C'est pas la religion pour le Dieu. Tu fais ce que tu veux, mais la patrie, c'est pour tout. Mais après, on s'est réveillé, on s'est trouvé nous. C'est ça la question. On s'est réveillé là. Parce que dans la constitution syrienne de 1950 jusqu'à maintenant, le président il doit être musulman. Et nous, ça fait des siècles que les chrétiens ils sont là, on se trouve hors de calcul. C'est-à-dire, moi, mes enfants, mes nièces, comme ça, c'est pas la peine qu'ils rêvent de présider un jour la Syrie, parce que tu es chrétien. Et là-bas, tu ne peux pas être.
pas chrétien ou pas musulman. Il faut avoir une identité. C'est comme ça qui marche. Pas comme ici en France où Sur la carte d'identité, c'est et noté. pas les cartes d'identité, mais dans l'état civil, il faut. Non, pas dans le passeport, mais dans l'état civil, il faut avoir en religion. Il y a marqué la religion. Il faut marquer la religion. C'est pour ça. Et on trouve hors de questions politiques. Et c'est pour ça, il y a les chrétiens, ils se trouvent actuellement, chaque conflit, ils se trouve dans on est où. Pourquoi vous. Et c'est pour ça que j'ai évoqué là, si les chrétiens ils étaient vraiment en force politique, en force, je ne peux pas dire armée, mais ils posaient action. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. On n'a pas pris en camp. C'est ça le problème. C'est ça encore le problème. Non, on a fait le choix de la Syrie. On a fait le choix de la Syrie. On n'a pas fait le choix avec ou contre. On a fait le choix de la Syrie. C'est tout. Mais après, c'est le problème des autres, que tu n'as pas fait le choix avec nous, alors tu es contre nous. Et non, on n'est pas ni ça, l'autre. Si je peux être contre les deux, je peux. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas. Mais nous, on a fait il y a beaucoup de chrétiens, je ne veux pas dire 100%, je veux dire 80%, 85%, ils ont fait le choix de la Syrie. Ou ils sont partis, ou ils sont restés, ils font le choix de la Syrie. Ils ont peur, comme tout le monde, de l'extrémisme, ils ont peur, comme tout le monde, d'être contre le pouvoir ou quoi que ce soit, mais ils ont fait le choix de la Syrie. Point. Les chrétiens, il n'y a rien du tout. C'est notre terre. Parce que l'Église, c'est notre terre. On est là, ça fait longtemps, ça fait des siècles. On est là, ça fait des siècles. On ne veut pas partir. Pourquoi partir? Parce que telle personne me menace. Merci. En fait, moi, je voulais revenir sur Daesh. Tout à l'heure, vous disiez que le gouvernement fait venir Daesh dans une ville, mais est-ce que c'est un mouvement fantôme? Parce qu'ils ne peuvent pas les faire venir pour les massacrer. Enfin, je ne sais pas qui va me répondre à la question, en tout cas. Je veux dire, est-ce que c'est un mouvement qui existe vraiment? Parce que je me souviens, cette ville dont vous parliez tout à l'heure, j'ai un ami qui est journaliste, qui est parti justement en Syrie, qui disait que les casques blancs, ils étaient là pour aider la population, les sortir, et puis que Bachar al-Assad tirait dessus. Parce que lui, il expliquait, parce qu'il passe à la télé, tout le monde, c'est un journaliste qui est connu, il passe à la télé en Syrie, il était avec ce gars qui était casque blanc, et il disait, il n'y a absolument personne de Daesh ou autre, c'était la population qui était massacrée. Donc, est-ce que c'est un vrai mouvement ou est-ce que c'est un mouvement fantôme? Parce qu'ils ne peuvent pas les appeler, leur dire allez là-bas, on va vous tirer dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? آخر عن داعش كما ذكرت أنه النظام يستخدم القوة تحتاجهم يؤدوا الدور الهجوميات وهذه ما لهم شغل. هذه داعش هي حركة فانتوم عبارة عن شبح محتاجة تظهر محتاجة تختفي. هي بالفعل كذلك. وشغلة ثانية تحكي عن الكاسك بلون هذا الدفاع المدني اللي التقى مع صحفي وحكي له أنه بالفعل جوات الأحياء اللي عم تنفصل هناك حدا من الجهاديين كل المدنيين عم يساعدوا بعض لكن بشار الأسد لا بده يقصدوا العرب ويجوا الجهاديين. شو عندك رد على هذا؟ بالنسبة لداعش يعني قضية متفق عليها وغير مختلف على أنه داعش هي منظمة تركيبة استخباراتية دولية عالمية. Il est très connu et ça se dit un peu partout, comme il dit Assad, que Daesh est une organisation composite à l'international. Oui, des renseignements internationaux. Ça, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà. مثال صغير حول داعش. داعش لما تحتاج إلى سلاح وذخيرة حصل مرتين متتاليتين في مدينة تدمر. داعش احتلت تدمر، النظام ترك لها مخازن الأسلحة. Donc ça s'est passé à deux reprises successives quand Daesh a occupé ou a pris le contrôle de la ville de Palmyre. Oui, oui. Alors, ils donnent le premier exemple. Palmyre, l'origine qu'il a laissé, il s'est retiré en laissant des entrepôts de munitions énormes pour les djihadistes. بعد 24 ساعة
من احتلال داعش لتدمر تقدم النظام واحتلها خلال ساعتين لتدمر. Donc, le contrôle de Palmyre par les djihadistes a duré 24 heures après. Régime, je ne sais pas comment, il a pu récupérer la ville en 2-3 heures. أكبر مخازن أسلحة بالنسبة للمنطقة الوسطى للجيش السوري موجودة في تدمر. في منطقة تدمر موجودة كميات هائلة من الأسلحة والذخائر. Les plus grands locaux d'entrepôt de munitions militaires se trouvent à Palmyre, pour toute l'armée régulière syrienne, surtout pour la région de Homs et de Hama, c'est le centre de Syrie. من بعد داعش بالأسلحة اللي أخذوها احتلوا مناطق جديدة، وعلى أثرها طلع الشعار اللي بيقول موجودة وتتمدد من Oui, vous voyez, donc alors, le contrôle a duré pendant 24 heures. Après, le régime a repris le contrôle, mais pendant ce temps-là, Daesh a pu récupérer voilà, toutes les armes, et ce qui l'a permis aussi d'occuper d'autres localités, d'autres villages. Et ensuite, on a eu un slogan qui a été celui de Daesh, c'est que Daesh reste cette organisation et elle gagne du terrain de jour en jour. Et il continue. الشرق الأوسط عموما يعني داخل في مرحلة تقسيم جديد، والتقسيم الجديد دائما يحتاج إلى فوضى. كنا ليزا رايس قالت عنها الفوضى الخلاقة. ما يحصل في الشرق الأوسط هو فوضى خلاقة لإعادة القسمة. سيكس بيكو 100 عام انتهت 100 عام. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est un nouvel accord Sykes-Picot. Donc il s'est passé un siècle, 100 ans. Vous voyez, après la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu un départage du Moyen-Orient entre les deux grandes puissances, la France et la Grande-Bretagne. Bon, aujourd'hui, apparemment, cet accord va être revu, sera revu, et il y aura un nouveau Moyen-Orient qui se redessinera bientôt. Donc il y a un chaos avant que les choses vont se décanter, voilà, vont se poser, quand on ne sait pas. Je sais qu'une partie de la communauté internationale semble dire qu'entre deux mots, choisissons le moindre, et soutiendrait actuellement nouveau plutôt Bachar el-Assad, malgré les attaques au gaz notamment, face aux extrémistes. Est-ce que les intellectuels syriens, est-ce qu'ils envisagent une troisième voie, ou est-ce qu'à l'heure qu'il est, le chaos est tel qu'aucune troisième voie ne se dessine? D'accord. Jean, je vais essayer de répondre aussi un petit peu, Corinne. Je traduis la question du départ. Oui, je t'en prie. كورين عم تسأل إنه اليوم للأسف إنه عم نشوف نحن إنه العالم كله موقف مع بشار الأسد وعم يدعموا صح التعبير رغم هجماته بالسلاح الكيماوي على العالم بس مواجهة مع الجهاديين. فهي تقول إنه طيب بين هالطرفين ما في أن المفكرين الأدباء العلماء المتعقلين السوريين إنه هم صوت ثالث في هالأزمة الكبرى. Alors, si, en quelque sorte, oui, ça existe, mais toujours, je pense que on a besoin du temps, il me semble. Et puis, quand je dis du temps, c'est que j'essaie de revenir un peu en arrière. Pourquoi je suis revenu personnellement en France? La question suivante. Voilà. Non, mais pourquoi? Parce que bon, ça se tient, pas pour moi. C'est que, et ça a été dit tout à l'heure par Assad, tu avais espoir de parler. Tu cherchais vraiment un jour à t'exprimer, à dire ton mal. On aurait rêvé de dire, si on n'est pas d'accord avec tel ou tel, ça me l'a soulevé tout à l'heure, entre communautés syriennes aussi, tout cela était interdit. Vous voyez, les gens ils sont sortis. J'ai osé parler. J'ai osé ouvrir la bouche. Mais j'en ai payé les conséquences. Ah bah, si tu parles, soit tu meurs, soit si tu as de la chance et les moyens,
enfants en exil. Ou bien, je reviens à la Syrie homogène, au sens de Assad. Alors, moi, je viens de Raqqa, mais je travaillais à Homs, au centre de Syrie. Alors, Raqqa a été prise par Daesh en 2014. Non, je me rends compte, Assad aussi, moi j'habitais la campagne, il habitait la ville. Mais c'est moi qui se déplaçais entre Homs et Raqqa tous les 6 mois, cachette, tous les 2 mois, pour aller revoir ma mère et ma petite famille. Donc j'ai été pris entre deux feux, comme on dit. Donc d'un côté le régime en France, avec lequel il faut être absolument d'accord, malgré la politique qu'il menait, malgré la vision qu'il avait, les événements de Syrie. Et quand j'allais à Raqqa, il fallait, ce serait bien vraiment que je me fasse rare, même je me cachais, parce que si je n'étais pas le bienvenu du côté des djihadistes. Parce que je vous ai aussi parlé par rapport aux écoles qu'ils ont fermées, les écoles publiques, ils en ont ouvert 1 ou 2, et qui étaient dirigées par eux, leurs équipes à eux. Alors, je n'ai pas accepté que mes enfants aussi aillent dans ces écoles, ni les enfants de mes frères, mes cousins. Bon, tout cela, donc ça m'a valu que je sois ici, avec vous, parmi vous, aujourd'hui. Vous voyez, des deux côtés. Donc, alors, les intellectuels, les penseurs, et au départ aussi, je sais qu'il y a le lien avec ce qui a été soulevé par Assad au départ, c'est que pendant les premiers mois du soulèvement, Assad dit bien révolution syrienne, c'était une vraie révolution. Les gens, ils se manifestaient. Moi, je les voyais dans la rue. Je ne suis pas sorti avec. À Homs, je parle de Homs. Il y avait des gens, il y avait des chrétiens, il y avait même des alaouites. Et ils sortaient avec un rameau d'olivier. Alors la réponse était vraiment répressive dans le sang. C'est clair. Donc, comment tu peux, toi étant penseur, intellectuel, parler, oser parler, alors que tu n'as pas de défense. Tu n'es pas en sécurité. Et si tu parles, si tu oses parler, tu te dans ton quartier, ben, sois là. Alors, à ma connaissance, parce qu'avant de revenir en France, j'ai dû passer par la Turquie. Je suis resté pendant 7 mois. J'ai vu les Syriens, donc exilés, réfugiés là-bas. Tout à l'heure aussi, moi je l'ai dit, l'exil et ses mots. Quand on est en exil, est-ce qu'on va essayer de continuer notre lutte pour le droit, pour la liberté, ou bien on va essayer de trouver un travail pour vivre, comment faire pour s'intégrer dans la société d'accueil, vous voyez, je ne parle pas des démarches administratives qui sont, vous voyez, ça c'est à part. Que faire? Bon, je crois qu'on a besoin du temps de nous organiser, de s'organiser de nouveau, de se mettre d'accord aussi, à mon avis, sur des principes, sur des choses qui devraient normalement nous réunir tous, étant syriens, arabes ou autres, musulmans, chrétiens ou autres. Cette question de foi, ça me parle, ça m'interpelle. Et ça aussi, je peux vous le dire, entre-temps, depuis 2 ans à peu près, j'ai essayé de donner la parole aux Syriens eux-mêmes qui sont accueillis en France. J'essaie de recueillir ces paroles. Ils me disent, c'est la première fois, et c'est vrai, parce que je fais partie de cette communauté, c'est la première fois où quelqu'un vient avec une machine, un enregistreur, il nous donne la parole, on va s'exprimer. Mais sur quoi? Mais sur quoi? Des femmes et des hommes, des adultes, des étudiants, des retraités. Je leur ai dit, écoutez, vous avez la parole, libre. Voilà. Allez, exprimez-vous, témoignez. Donc je pense qu'il faut du temps, il faut accompagner, il faut être à l'écoute et il faut garder espoir. En tout cas, on n'a pas de troisième solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas Camille Demoulin, on n'a pas d'enfant ici, malheureusement. Les enfants, on n'avait pas. On n'avait pas Camille Demoulin, qu'ils ont resté en France, qu'ils ont résisté, qu'ils étaient morts pour la France. Nous, toutes les opposants qu'ils ont fait opposer au pouvoir, qu'on croyait à nous. Moi, je croyais à un mouvement démocratique qui change sans sang, sans armes. Mais malheureusement, ils sont tous partis de la Syrie, ils sont tous partis vers le Qatar, vers l'Arabie Saoudite.
Et c'est ça qu'on dévise des fois. On se dévise parce qu'on montre le côté pouvoir. Je suis d'accord avec mes amis. Le côté pouvoir, il y a ce côté, on connaît le pouvoir, on n'a pas besoin de poser des questions sur ça. Mais est-ce que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on parle? Pourquoi il n'y a pas de troisième solution? Parce que les Syriens, comme on dit, comme les chrétiens, ils sont tombés dans deux camps. D'accord, on parle de pouvoir. Mais est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre vers l'autre partie? Qu'ils ont capturé des gens, qu'ils ont tué des gens, qu'ils ont brûlé des gens vivants, qu'ils ont noyé des gens vivants. Bien sûr, je parle de Daesh et des djihadistes qui sont venus d'ailleurs, parce qu'ils ne connaissent pas le géopolitique syrien, ils vont faire pouvoir en Syrie. Comme on a dit, c'est l'arbre de Cham, c'est le pays de Cham, on va faire un État ici, qu'ils ont commencé à tuer tous les gens qui sont contre eux. Qu'ils chrétiens ou pas chrétiens, que alaouite ou pas alaouite, tu ne peux pas parler comme. On est revenu, comme tu ne peux pas parler au-dessus de la régime de pouvoir, tu ne peux pas parler ici. Mais non, c'est pire. C'est pire parce que tu es différent. En plus, on ne va pas oublier, il y a un arabe, il s'appelle le lettre N. En arabe, il s'écrit comme ça, avec un point. Ils ont marqué sur les portes des chrétiens à Mossoul, en Irak, même en Syrie, à Raqqa, qui passe sur les portes des chrétiens, il écrit un N, c'est-à-dire Nasrani, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire ton tour, il viendra. D'accord, les chrétiens, quand on me pose la question, ils disent sur l'origine de Bachar al-Assad, on n'a pas eu ça. On n'a jamais quelqu'un montré le doigt en tant que chrétien. Au contraire, il y a des quartiers chrétiens qui viennent tout le monde pour visiter des quartiers chrétiens. On est fiers, qu'on est mélangé dedans. Moi, je suis né dans un quartier, comme on a dit, Anania, qui est passé Saint-Paul, qui est quartier juif en même temps, que j'avais des amis à l'école, ils sont juifs, musulmans, tous on était ensemble. Ici, on n'a pas connu Mais vous poussez les Syriens, il n'y avait pas, comme on a dit, il n'y avait pas cette repère, ni Camille de Moulin, ni Georges Danton pour les guider, pour mourir, pour ça. Non, au contraire, on avait beaucoup de Robespierre, si j'ose dire. Et on a poussé les Syriens à choisir. On a poussé vraiment. Il n'y a pas de solution internationale, il n'y a pas de solution entre les Syriens. Les Syriens, ils ne parlent pas entre eux. Alors, il y a deux choix. Ou Daesh, les djihadistes, ou Bachar al-Assad. Le choix est fait, je pense, pour moi. Pas pour moi personnellement, pour les gens qui sont dedans. Moi, je suis en France, je vis bien. Je ne peux pas indiquer à quelqu'un qui est en Syrie, non, prends cette choix, ou prends cette choix, ou non, résiste ou mort sur la torture, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, c'est honte. C'est pas inconscient. C'est la honte de dire à quelqu'un, l'indiquer le chemin à quelqu'un en Syrie, que prends cette chemin. Et je suis en France en train de boire un verre de vin, très bien, regarder un match de la télé. C'est impossible pour moi de dire ça. Mais à la peuple dedans, qui subit cette guerre, cette déchirure sociale, cette peur, toujours. Moi, je suis d'un quartier qui est à Damas, qui était encerclé par le pouvoir, qui était contrôlé sur le pouvoir, mais encerclé des djihadistes milliers des enfants qui font montrer les deux côtés. Moi, je dis, je défends ni l'un ni l'autre, mais milliers des enfants qui sont morts à l'école dans la région de pouvoir, parce que les djihadistes, ils jettent des roquettes comme ça, par hasard, comme ça, c'est la religion, papa. C'est-à-dire, de deux côtés, j'ai des amis qui sont morts, qui ont défendu leur village, défendu leur village. Ils sont pas ni avec ça ni à l'autre, parce que tu défends ton village. On ne peut pas rentrer dans ton village, on va te tuer. C'est qu'ils ont fait les djihadistes, comme ça. Alors, on a poussé le peuple syrien, malheureusement, à prendre une partie sans le savoir. Et on dit sur l'origine de Bachar al-Assad, on n'a jamais su ça. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Mohamed, on n'a pas de cette expression de liberté, il y a beaucoup de droits qui sont à peu près comme ça. Mais après, tu regardes la situation actuelle de la Syrie, on dit d'accord, ok, mais proposer quelque chose, c'est deux choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais c'est compliqué, parce que si vous-même, comme Syriens, ne savez pas ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que la communauté internationale agisse? Et d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez que le Kidam moyen, le français, l'allemand moyen, qu'est-ce qu'il doit vouloir pour vous? C'est très compliqué de savoir au niveau de la communication, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, dès le départ, c'est ça que je dis. Dès le départ, vous savez ce que vous savez que bah non, vous êtes Syrien, mais ça veut tout dire. Je parle pas des chrétiens, je parle des Syriens. Ça, quelque chose, un changement, beaucoup des Syriens, ils vont un changement démocratique, sain, sans armes. Changer le pouvoir.
ni juger, ni rien du tout. Même moi, si vous me dites, on va juger telle ou telle personne pour une affaire pour le roi, et si je dis non, c'est bon, je tourne la page, comme Nelson Mandela en Afrique du Sud, c'est on tourne la page, on commence à monter. Mais le problème, on revient, il y a des pays qui ont des pouvoirs, des armes, qui ont poussé les Syriens à prendre ces soins. C'est-à-dire, il est sorti, notre sort, il est sorti de le mal, malheureusement. Je crois que l'un des derniers mots, peut-être, sera le suivant. Assad, vous êtes écrivain, c'est ça? Et on dit que les écrivains, vous aurez la parole, oui. Les écrivains sont la mémoire d'un peuple. Peut-être qu'il vous a fallu arriver ici en France parce que vous avez une mission à porter, une mémoire à porter, un témoignage à porter que les gens du pays ne peuvent pas porter. Et c'est peut-être ça, le troisième point à laquelle je pensais, moi pour ma part, dans les médias. Je crois que monsieur avait encore une question, ce sera la dernière. Merci. Bonjour. Je voulais vous demander, avec tout ce que vous nous avez présenté, bon, au jour d'aujourd'hui, les intellectuels ou politiques, quelle vision de votre pays vous avez pour le futur? Parce que, je veux dire, à part étaler et raconter, est-ce que vous avez, je ne sais pas, moi je serais syrien et avec ce vécu-là, et j'essaierai de faire changer les choses. Alors avez-vous, je ne sais pas, une vision future pour changer cette situation? Association, pétition auprès du gouvernement français, monter des associations, enfin je ne sais pas, se battre pour son pays et essayer de faire changer justement tout ce qui existe aujourd'hui, quoi. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez une issue à cette situation? Je ne sais pas. Merci pour la question. يعني هو السؤال فعلا سؤال مهم يعني مهم السؤال. Question très intéressante. السوريين اللي معنيين بالقضية السورية إمكانياتهم محدودة والأسباب كثيرة. Donc les Syriens qui sont véritablement concernés par la question syrienne n'ont pas beaucoup de moyens pour agir. السوريين عانوا من غياب الحرية أكثر من نصف قرن. Les Syriens ils ont souffert d'une absence de liberté pendant plus de demi-siècle. في إلغاء للحياة السياسية ولا الأحزاب والجمعيات المدنية وكل القضايا اللي ممكن ينتج عنها رأي لما بيكون في مشكل بالبلد. قدم رأي يعني ما كانت موجودة على الإطلاق. Donc ils n'ont jamais eu de vie politique, ni de vie associative ou démocratique du tout. Pendant demi-siècle, tout ça. القضية السورية وأنا راح أسميها القضية السورية وليست الثورة السورية لأنه اليوم نحن ما عدنا بثورة نسميها الثورة السورية. نحن داخل مصطلح جديد اسمه المسألة السورية. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de révolution syrienne. Vu les événements, les circonstances, ce serait mieux de parler plutôt d'une question syrienne. دول الخليج ساعدت السوريين لكن ما ساعدت السوريين المدنيين، ساعدت السوريين على انهم يتسلحوا، ساعدت الجهاديين. Les pays du Golfe, ils ont aidé les Syriens, mais pas les civils, pas les intellectuels. Ils ont aidé les Syriens pour porter les armes. Ils ont aidé les djihadistes. تركيا أدخلت كل الميليشيات الخارجية، أدخلت عن طريق
عن حدودها عن طريق حدودها. Et la Turquie aussi, de son côté, a permis, a facilité l'entrée sur le territoire syrien de tous les djihadistes. كل هذه المعطيات كانت سبب مباشر بحصول النظام على فرصة إما تقبلوني أنا أو فلتقبلوا الجهاديين المسلمين. Ceci a été favorable plutôt au régime, Assad, et alors c'est un message au peuple syrien, soit vous m'acceptez tel que je suis, soit vous aurez affaire avec les djihadistes. الذي حصل عمليا من المفترض أن يكون طرف ثالث، الثالث المرفوع بينهما، يعني لازم يكون في طرف ثالث، هيك المنطق، هيك بيقول يعني. Donc, selon la logique, il doit y avoir une troisième partie qui devrait émerger quelque part, qui portait le message ou la voix des Syriens. الطرف الثالث المسالم الذي يفكر بالمنطق، بالحلول السلمية، بالحلول الإنسانية. Voilà, une partie pacifique qui devrait avoir un raisonnement et qui serait plutôt pour le dialogue, pour l'échange, pour la réflexion. تم تصنيعه كما صنع داعش، تم تصنيعه من قبل الدول الأوروبية وأمريكا، اختاروا مجموعة من الأسماء وفرضوهم على الشعب السوري ممثلين لهم. Donc aujourd'hui, cette troisième partie est malheureusement constituée de personnalités et de voix qui ont été choisies et même imposées par certains pays qui représentent l'opposition syrienne, même l'Occident, les pays du Golfe. هذا ما أفقد القضية السورية أبعاد حلولها. هذا الطرف المصنع الثالث بين الجهاديين وبين النظام وتم تبنيه من قبل الدول التي سميت أصدقاء سوريا. Donc vous voyez, toute cette fabrication a été l'œuvre de ce qu'on appelle les amis du peuple syrien dans la France. Et cette partie, troisième partie, qui a été voilà, faite par ces pays-là, n'a plus de chance d'ailleurs de réussir ou de trouver des solutions pour la Syrie. هذا الطرف الثالث تم تحريكه كما يتم تحريك حجر الشطرنج حسب مصالح الدول التي تدعم. Donc cette troisième partie, toujours qui représente l'opposition, si, moi j'ai compris. Oui, ça ressemble à des pions, vous voyez, sur un échiquier. On les bouge comme on veut, et toujours en fonction des intérêts de tel ou tel pays par rapport à d'autres. المشكلة أن مجموعة من الأطراف في سوريا وليس طرفين نحتاج إلى طرف ثالث، مجموعة من الأطراف. Donc pour régler le problème en Syrie, pour espérer trouver une solution, on a besoin de réunir à table plusieurs groupes de Syriens, et pas justement une troisième partie, une troisième groupe. Il faut que tous les Syriens se mettent à table. وأكبر دليل أن هذه الدول أنزلت قواتها العسكرية على الأرض. Et la preuve, c'est que les grandes puissances, et entre autres, sont venues avec leurs machines militaires. ما عادت المساهمة داخل المسألة السورية مساهمة سلمية، إنما مساهمة عسكرية. ومتى ما كان في مساهمة عسكرية إذن هناك مصالح في الخلف. Donc il n'y a plus de présence étrangère pacifique, c'est devenu une présence militaire. Donc ça veut dire que derrière, il n'y a plus d'espoir, de solution, il y a plutôt des intérêts. من المستحيل حل القضية السورية بوجود طرفين، بشار الأسد وهذا النظام والجهاديين اللي محميين من تركيا ومن إيران ومن الميليشيات اللي محمية أيضا من أمريكا. مستحيل، يعني مستحيل حل القضية السورية. نحتاج إلى مخلص. المسيح يستيقظ ويخلص. Mais c'est vrai, il a raison, oui, il a raison, ce qu'on trouve. Écoutez, non, mais la question est compliquée de Syrie d'aujourd'hui, entre les grandes puissances qui arrivent avec leurs intérêts propres respectifs. Donc aujourd'hui, il est presque impossible de trouver une solution pour le conflit syrien, juste en réunissant le régime de Bachar d'un côté et les djihadistes de l'autre, du tout.
avec aussi, entre autres, les miliciens qu'on a fait venir, que les Américains ont fait venir. Dans ce cas-là, le docteur Assad dit la seule solution, c'est peut-être le Christ. Saint Paul. Saint Paul. Voilà. Que ça, Ou un nouveau, pas un nouveau, symboliquement, un nouveau Christ, un nouvel apôtre, un nouvel Messie. Oui. Est-ce qu'il y a dans le peuple syrien, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de gérer le pays? Est-ce que vous avez encore des politiciens ou des têtes pensantes qui pourraient aller vers ça, aspirer vers ça? Je raconte aussi, bien sûr. Parce qu'il y a des partis. Il faut des hommes ou des femmes qui connaissent la politique, qui connaissent. Est-ce qu'il reste encore des gens comme ça en Syrie? Vous avez évoqué très important. Vous dites il y a des hommes et des femmes. La question des femmes, elle n'existe pas au sud d'un régime ou d'autre. C'est ça le problème quand même, qu'on a parlé tout à l'heure. Sur un régime de djihadistes, il n'y a pas de femmes. On ne peut pas parler des femmes. Oui, non, mais moi je ne parle pas des djihadistes. C'est pour ça. Je parle vraiment des mouvements des politiciens. Oui, mais il y en a. Je suis d'accord avec Mohamed, il y en a. Parce qu'ils sont où tous ces gens, ces intellectuels? Ils sont en France, ils sont à l'étranger, ils sont dedans en Syrie. Est-ce qu'il y a un mouvement qui peut se lever? Un mouvement, je ne sais pas, mais il y a des têtes vraiment. Parce qu'on parle de troisième personne, et puis il en faut bien. C'est ça. Il y en a, il y en a. J'ai rattrapé le mot femme pour quand même encore comparer quelque chose sur un régime, sur le djihadiste. Ici, il n'y a pas de femmes. Ici, on peut avoir. C'est ça le problème. C'est-à-dire le droit des femmes. Mais il reste encore des. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est mort, tout le monde est parti. Il y a des gens intellectuels qui peuvent, c'est vrai, porter la Syrie, porter les Voilà, c'est ça. Mais après, on revient toujours sur l'intérêt international. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il y a toujours des hommes et des femmes qui sont capables de diriger, de gérer le pays. Mais le problème, à mon avis, il est toujours intact. Et c'est de là qu'on est parti dès le départ. C'est que... Non, alors, vraiment, il faut qu'on soit d'accord, qu'on mette Daesh de côté. C'est bon, c'est une autre question, vous voyez, complètement à part. Quoi. Alors, non, mais souverain du régime, le problème, c'est que on ne peut pas parler. Ben oui, ils sont muselés. Voilà. C'est pour ça que je Donc, voilà, ils sont hors service, on va dire. Vraiment, ils sont là, mais ils ne parlent pas. Et alors, s'il y en a qui sont à l'étranger, en France, en Turquie, ailleurs, mais après, comme il a dit Assad, c'est devenu malheureusement des pions aussi. Alors, à mon avis, si vous êtes d'accord avec moi, les bons, les méchants, enfin les bons, les vrais engagés, dès le départ, ils ont arrêté dès le début. Ils voyaient que ça a dévié, ça n'allait pas dans le bon sens. Ils n'ont pas accepté vraiment de rentrer dans ce jeu. Très mauvais, d'ailleurs, par tout le monde. Et alors, on a fait venir d'autres personnalités qui ont accepté de jouer un rôle, qui sont devenus avec le temps des pions. Et voilà la situation d'aujourd'hui du pays. Oui. À la manière finalement de Paul, il faut parfois savoir se mettre en retrait pour laisser une chance à l'avenir, plutôt que d'être instrumentalisé. Il faut avoir le courage, à mon avis. Il faut beaucoup prier pour. Oui, il faut on garde espoir. Il faut garder espoir. Sans ce, à mon avis, donc la vie ne va pas aussi bien qu'on le souhaite. D'autres questions? Là, quitte à ce qu'il y ait des questions en off. Grand merci pour votre témoignage.